Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, très très bien. Guy, j'ai pris connaissance, en tout cas je me suis rendu compte que dernièrement tu travaillais fort pour faire des certifications Azure. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes absolument pas. J'ai passé 2 examens. Le premier, c'est le AZ900, là, qui est l'examen fondamental, là, puis ensuite AZ203, qui est l'examen pour les développeurs. Là. Mm-hmm. Donc, c'est sous ma cravate. C'est quoi ta motivation de faire les examens de certification? Écoute, t'as plus de 25 ans d'expérience. Je suis pas sûr que tu as besoin de ces examens-là pour aller chercher des contrats ou gagner ta vie, donc... En fait, c'est drôle. J'étais au téléphone avec un client potentiel pour mes formations, puis c'est une grosse compagnie là, c'est qui commence par un I, finit par un M, puis il trouvait ça drôle que j'ai pas passé d'examen de certification. Fait que je me suis dit bon, ben regarde, on va régler ça. Hein? Mm-hmm. Fait que puis en même temps, c'est fou comment on peut apprendre des choses. Tu vois l'examen 900 qui s'appelle Azure Fundamentals, les bases d'Azure, mais j'ai appris tellement de choses que je focusais pas. Beaucoup d'informations sur la gouvernance qui vont être super utiles quand je vais discuter avec des clients. Donc, pour moi, ça a été super, super bénéfique. C'est ça, souvent, c'est un des bénéfices de passer une certification, c'est que ça te force à avoir une vue 360 degrés sur toutes les capacités du produit. Mm-hmm. Puis, forcément, dans notre travail, on n'a pas la chance de toucher à tous ces domaines-là. Donc là, on va parfaire nos lacunes. Exact. OK. Eh ben, félicitations. Merci. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Michel Perfetti. Bonjour Michel. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien? Hey, salut. Michel qui est dans un autre fuseau horaire parce que tu nous parles directement de Paris. Nous, on est au Québec. Oui, tout à fait. Vive les câbles Internet sous-marin. Oui, il fait. Moi, je suis en plein après-midi. Vous êtes encore avant l'apéro de dimanche, si j'imagine. Quelques heures de différence entre nos deux fuseaux horaires. Michel, la formule, c'est toujours la même. Hein? On essaie au début de te présenter une petite bio pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux. Puis ensuite, là, on va parler du sujet. Aujourd'hui, on veut faire un suivi sur Azure DevOps avec toi. Puis, tu es la bonne personne pour parler d'Azure DevOps parce que, bon, je sais pas ça fait combien d'années, mais ça fait plusieurs années là, que tu as la reconnaissance MVP sur Azure DevOps. Combien d'années là maintenant? Je pense que ça fait, je sais plus, je compte plus. Ça doit faire au moins 6 ou 7 ans, je pense. C'est pas plus. Peut-être, oui. J'ai plus compté. Et au jour le jour dans ton travail, parce que tu travailles chez Selenza, un bureau de consultation de service conseil à Paris, et ton travail journalièrement, tu travailles avec Azure DevOps, avec des clients, c'est vraiment ce qui occupe tes journées. Oui, le DevOps, maintenant chez nos clients, c'est un peu la pierre angulaire. On peut pas faire grand-chose si on met pas en place ces pratiques-là quand on est sur des projets, parce que si on les met pas en place, on n'avance pas. Donc c'est un peu des fois, c'est un peu le premier pas qu'on fait avec nos clients. Quand on veut faire de l'évolution, passer dans le cloud, c'est un passage obligé et des fois douloureux, mais c'est un passage obligé pour tout le monde maintenant. L'automatisation. Guy nous expliquait qu'il sentait le besoin d'aller chercher sa certification juste pour démontrer à ses clients qu'il maîtrisait très très bien Azure. Vivez-vous la même chose sur Paris, cette nécessité-là d'aller chercher les certifications? Alors, il y a une certaine époque, j'aurais dit non, parce que les certifications, elles étaient un peu décorrélées de la vie réelle. C'est-à-dire qu'on pouvait facilement passer une certification sur des technologies qu'on n'utilisait pas du tout chez nos clients.
Et puis depuis l'année dernière, ils ont changé. Guy, tu me dis, hein, mais avec les tracks AZ sur Azure, on a eu maintenant des tracks sur l'AI, les tracks sur la gestion de la donnée, tout ce qui est Data scientist, là. voilà DP, je crois. Maintenant, on a vraiment des certifications qui collent à l'utilisation du produit. Ah ouais. Donc maintenant, ces certifications, elles ont vraiment sens. D'ailleurs, moi j'en ai passé. Moi, j'ai fait comme Guy. Moi, j'ai passé la Z203. Moi, j'ai même eu la Z400, la partie sur Azure DevOps. Ce qui fait du sens, vu que c'est ton domaine d'expertise. Ben oui. Donc je dis si je la passe pas, je passe pour un guignol. Même moi, je la demande à mes consultants, donc c'est important que je les passe. Mm-hmm. Mais ça me permet d'être sûr de couvrir. J'ai découvert des choses en révisant. Mm-hmm. Et j'ai découvert des choses même en les passant. Et elles collent de façon assez proche c'est assez proche de la réalité. Ouais, bon, ça, C'est plus comme avant. Les nouveaux tracks sont vraiment intéressants. Surtout que maintenant, je crois qu'il y a des labs dans certaines certifications. Je crois dans les tracks architectes, sur la 100, ou sur la 300, pardon, ou la 100. La 300. La 300, il y a des labs. Il y a des labs où on a vraiment le portail Azure. Donc on peut pas faire plus proche de la réalité. donc, si tu peux pas t'improviser puis faire... Ce qui était... Il y a longtemps, il y avait un peu un mythe que tu pouvais te présenter à l'examen puis juste cocher aléatoirement, puis si tu étais chanceux, tu vas peut-être même passer l'examen. Ce qui serait plus possible maintenant aujourd'hui. Non, Ouais, ça fait c'est ça, les examens là, MCSD qui dataient des années 2000 là, c'était un petit peu ça. Puis moi, ça faisait une douzaine d'années que j'avais pas passé l'examen. Puis ça a beaucoup changé. Les examens sont plus difficiles, sont mieux, ils collent mieux là au travail là des soit que tu es spécialiste en DevOps, développeur, architecte. Donc ça, c'est super intéressant. Mais ça fait du bien à entendre. ouais, j'ai même des experts qui ont eu du mal à terminer les certifications. Ils l'ont eu, mais ils n'ont pas pu faire toutes les questions parce que même en 2 heures, 3 heures, c'est pas évident de tout faire. Donc moi je vous dis, ce qui est important, c'est de les passer, de les travailler. Et entre nous, par exemple, on profite du résultat du travail de chacun. On a une sorte de wiki en interne chez nous où on partage ce qu'on a vu dans les certifications, comment on a révisé, qu'est-ce qu'on a passé, histoire que ceux qui passent derrière nous, ils accumulent un peu d'expérience de ceux qui l'ont passé. Ça me rappelle mon temps quand on était à l'université puis que on s'arrangeait pour analyser les examens des années passées pour se préparer adéquatement pour les examens à venir. Bon, ça... Exactement. Donc si vous voulez des petites astuces pour la 400, j'en ai quelques-unes. C'est bien. Michel, on veut parler avec toi de Azure DevOps. Donc, commençons juste par récapituler qu'est-ce que c'est Azure DevOps. Ça se peut que certains de nos auditeurs connaissent pas le produit. C'est essentiellement 5 applications que Microsoft a regroupées sous l'acronyme Azure DevOps. Donc, quelles sont ces applications? Alors, on a les boards, Azure Board. Donc ça, c'est tout ce qui est visualisation du travail. Mm-hmm. On a les repos. Ce sont tout ce qui est stockage du code. Alors on en a 2 types de repos. On a le repo classique historique d'Azure DevOps, anciennement Visual Studio Team Services, anciennement Team Foundation Server. Donc c'est le TFVC pour Team Foundation Version Control. Et on a Git. Git, maintenant ça fait quand même pas mal de temps qu'il est dedans. Au moins 4-5 ans, là. Ouais, maintenant c'est un peu la base. À une époque, ça l'était pas, c'était un peu à côté, mais maintenant c'est un peu la base. Je dirais même que beaucoup de gens sont même pas au courant qu'il existe un autre type de repo qui était FVC. Pour beaucoup de gens, pour eux, le repo, c'est un repo Git et ils sont bien heureux comme ça. Hein. On a les pipelines. Donc ça, c'est un peu le cœur du système, hein, je trouve, pour moi. Mm-hmm. C'est ce qui permet d'avoir la compilation automatisée, le déploiement automatisé. C'est tout ce qui est automatisation de Azure DevOps. On a les tests plans, donc tout ce qui est tests manuels. Mm-hmm. Je vous avoue, c'est pas la partie que j'utilise le plus, ou que j'utilise très rarement.
Je pense que c'est pas la partie où Microsoft met le plus d'investissement actuellement. Non, puis même moi qui, dans ma startup, on fait beaucoup de tests automatisés, et ce qu'on appelle des end-to-end tests. Puis j'utilise même pas cette partie-là. Pourtant, elle vient gratuitement, mais moi j'utilise Cypress parce que avec les frameworks modernes, maintenant, on veut des engins de test qui sont plus adaptés à la réalité que, par exemple, si tu fais une application web, le Document Object Model, ton arborescence, elle est créée et recréée dynamiquement par ton framework, que ce soit Angular ou, dans mon cas, moi, Vue. Donc, les engins de test ont beaucoup évolué. Puis, bon, Microsoft, je pense que tranquillement, pas vite, on sait pas. Ils vont peut-être revenir en force dans le domaine du test, mais pour l'instant, ils ont un produit qui fait la job, mais très minimaliste, mettons. Ouais. Moi, par exemple, pour les tests end-to-end, c'est plutôt, je fais du test avec Selenium. Et puis avec SpecFlow pour écrire les tests, comme ça les QA peuvent lire le test UI sans se poser de questions, parce que Selenium c'est pas forcément très lisible. Et puis j'embarque ça dans une release comme une DLL de test unitaire classique, et comme ça, quand le test il échoue, j'ai la capture d'écran dans ma release. Et tout à fait. C'est super pratique pour voir le résultat. Et ça se fait très rapidement. On fait la même chose avec Cypress. Cypress aussi a un langage qui ressemble un peu à SpecFlow, c'est-à-dire que c'est assez compréhensible pour quels sont les cas d'utilisation là, qu'on teste. Là. Puis, donc, et le dernier... Les artefacts. Qui, eux, ont changé beaucoup dans la dernière année. Oui, énormément. Ça arrive, c'est doucement, c'est discret, mais c'est assez. Ça devient maintenant un outil qu'on va utiliser quasiment systématiquement dès qu'on aura des composants à partager entre nous. Je pense qu'on va revenir après un peu là-dessus. Ben, commençons par ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par artefact? Puis fermons le sujet, puis après ça on reviendra sur les autres applications. Les artefacts, c'est tout ce que on va générer, par exemple, à la sortie d'une build, qu'on va pouvoir réutiliser entre nous, pas forcément en le déployant, mais pour nous, les développeurs. Mm-hmm. Donc, par exemple, imaginons, on travaille sur une application entre nous, mais on se rend compte qu'il y a certains composants qu'on veut partager avec d'autres développeurs de la même organisation. Mais on veut pas forcément qu'ils aillent juste récupérer notre DLL ou directement sur notre sortie de build. On aimerait partager ces éléments-là comme un flux NuGet, sur un flux NuGet comme on a l'habitude de faire avec du .NET ou du NPM quand on fait du JavaScript. On peut le faire avec Artefact. Donc, par artefact, on entend tout ce qui est du NuGet ou avec du NPM si on fait du Node ou du JavaScript. Donc, c'est des librairies que tu veux être capable de réutiliser. Exactement. Mais avec une mécanique de partage où est-ce que là, tu peux versionner et vraiment contrôler qu'est-ce que tu utilises. Et non pas partager du code, ce qui devient que du code que tu duplicates et que tu te retrouves à avoir en 25 copies si t'as pas ces mécaniques-là. Donc, les artefacts, c'est fort important. Là. Exactement. On peut faire même un peu plus. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un flux de pipeline qui soit disponible pour nos développeurs, ce qui fait que les développeurs ils vont plus passer par NuGet.org, ils vont directement passer par ce flux-là. Mm-hmm. Ce flux va récupérer les packages de NuGet comme un proxy, ce qui fait que si NuGet tombe, Azure DevOps il est encore là, on peut continuer à travailler. Et surtout, ça nous permet de savoir ce que nos développeurs utilisent comme package, puisque Artefact va nous dire, voilà, j'ai téléchargé tant de packages depuis la dernière fois, il y a tant d'utilisateurs, parce que comme on est authentifié quand on se connecte sur les artefacts, on sait combien d'utilisateurs l'utilisent, ça nous permet de savoir un peu notre écosystème de packages qu'on utilise. Oui, entre autres, des fois, on a des librairies qui sont vieilles. Puis on sait jamais quand est-ce qu'on peut se dire, ouais, c'est-tu encore utilisé? Ben là, on le voit vite, là, que ta librairie n'a pas été utilisée depuis les 6 derniers mois, les 8 derniers mois, puis que peut-être qu'on pourrait l'archiver, là. Ouais. Et on peut créer des flux, on peut créer des pré-releases, livrer entre nous dans notre équipe, et quand c'est bon, la partager. C'est plein de choses qu'on peut faire avec Artefact. C'est vraiment c'est comme si on avait dans notre Azure DevOps les mêmes outils qu'on a en open source qui sont dispatchés, puisqu'on a NuGet qui est d'un côté, NPM qui est ailleurs. Là, on a tout au même endroit. Ça permet de diffuser de façon sécurisée, parce que c'est soumis à l'authentification d'entreprise, ces packages entre nous. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans la dernière année du côté de ce produit-là?
Au niveau d'artefacts, Oui. déjà, le pricing a été nouveau parce que l'année dernière, le premier pricing, il y en avait un nombre limité d'utilisateurs, il fallait payer à l'utilisateur. On peut pas vraiment dire que ce soit quelque chose qui soit vraiment pratique pour pouvoir ouvrir l'outil à l'entreprise. Maintenant, on va payer au stockage. Je crois que le premier giga de paquet, je crois qu'il est gratuit. Et maintenant, on va payer aux quantités d'éléments qu'on va mettre dans Artefact. Et par contre, tous les utilisateurs d'Azure DevOps vont pouvoir en profiter. Donc, si je te suis bien, par défaut, quand tu utilises Azure DevOps, les 5 premiers utilisateurs, c'est gratuit. Historiquement, les 5 premiers utilisateurs pouvaient pas consommer les artefacts, mais là, on a changé ça. Maintenant, tout le monde y a accès. Vu qu'on donne, on donne un gigaoctet gratuit. C'est sûr que si tu dépasses un gigaoctet, il va falloir que tu paies pour ton espace disque, mais si tu mets moins d'un gigaoctet, les premiers 5 utilisateurs ou tous les utilisateurs vont pouvoir consommer cet artefact-là sans problème. Ouais, je me souviens aussi que lors du lancement, là, c'était un genre d'irritant, là, le fait qu'on devait payer. Les 2 premiers, pardon, sont gratuits. Les 2 premiers. Ah, ok. Et moi, ça m'a débloqué des scénarios chez mes clients parce que ils avaient historiquement des DLL qui utilisaient entre équipes, et donc on était obligé de les mettre dans le partage réseau. Partage réseau, on n'avait pas de versionning. Mm-hmm. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a commencé à remettre des builds dessus parce qu'ils se les partageaient, ils étaient compilés sur les postes des développeurs. Le DLL, l'enfant du DLL partagé sur un share. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais exactement, mais ils avaient que ça, donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Donc on l'a mis dans une build, on a découvert quelques problèmes comme ça, on a mis du versionning et on l'a mis dans les artefacts. Et de cette façon, on a intégré ça dans le flux NuGet, et maintenant les packages ils sont diffusés comme n'importe quel package open source qu'on utiliserait. Et le scénario que tu viens de donner, on serait surpris, mais en entreprise, du partage de librairies sur des espaces de disques communs, là, des disques par terre, c'est encore très omniprésent avec tout l'enfer qu'on vit. Et juste ce scénario-là vaut la peine pour n'importe quelle organisation à migrer vers Azure DevOps, juste en disant, je vais au moins gérer comme il faut mes artefacts. Exactement. C'est sûr qu'ils pourront avoir d'autres bénéfices, mais juste ce bénéfice-là vaut tout l'effort parce que l'énergie que tu vas mettre à te migrer vers Azure DevOps, c'est la même énergie que tu mets de toute façon à essayer de débugger tes problèmes de versionning qui arrivent toujours quand tu as des librairies partagées de cette façon-là, parce que même si tu penses que tu n'auras pas de coût, il y a un coût parce que tu cherches un moment à débugger, puis là tu te rends compte, c'est parce qu'on n'a pas la bonne version de la... Puis 3 jours plus tard... la version change et ça marche plus. Mm-hmm. Ah oui, là ça brise. Et puis il peut se passer aussi des choses, c'est que on va être obligé de mettre les DLL dans notre source pour pouvoir que ça compile sur la machine de build, donc on va se retrouver avec des repositories très gros. Donc c'est des scénarios aussi qu'on évite quand on va pouvoir diffuser des packages via les artefacts. Oui, c'est vrai, ça c'est un autre argument. Des fois, les gens disent moi je peux pas aller vers Git. Mon gestionnaire de code source, c'est des gigas et des gigas de données, mais tu te rends compte que oui, c'est parce que vous avez à peu près 28 librairies que vous mettez en gestion, que vous partagez en source. Si c'est vraiment livré en artefact, ton code source diminuerait beaucoup aussi. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant, ma stratégie, c'est pas d'essayer de nettoyer le repository tout de suite. C'est que on essaye d'aller vers une cible propre dans le source. Mais même si le repository il fait 800 mégas, on le sait, à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est que on va repartir de zéro, on va nettoyer l'historique après. Mais une fois qu'on est sûr qu'on a déjà fait tout le ménage, on fait le ménage dans un deuxième temps. Si on fait le ménage tout de suite, il y a trop de choses à faire. Puis Michel, toi, t'es la bonne personne avec qui on peut parler justement de stratégie de migration et je retiens ça. À la fin de l'émission, on va parler justement de migration puis comment tu fais ça avec tes clients, parce que je pense que nos auditeurs vont pouvoir beaucoup apprendre et peut-être même se rendre compte que c'est pas si complexe que ça peut sembler faire une migration vers Azure DevOps. Mais avant d'aller là, faisons le tour revenons sur chacun des produits et parlons un peu de des améliorations qu'il y a eu. Si on prend Azure Boards, qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration du côté de ce produit-là? Alors Azure Boards, donc on parle de tout ce qui est dashboard autour des work items finalement. Donc tout ce qui est suivi du travail.
On a beaucoup d'évolutions sur l'usage. On va pouvoir référencer plus facilement les gens dans les work items. Et un des soucis qu'on avait encore il y a encore quelques temps, c'était la partie BI un petit peu d'Azure Board, c'est-à-dire que Azure Board, on pouvait manipuler le work item directement, mais on pouvait pas vraiment faire de statistiques. Où il fait, je sais pas si vous vous souvenez de l'époque où on avait Reporting Services dans TFS. Oui, effectivement. Alors c'est pas forcément l'époque la plus joyeuse de ces outils-là, mais on pouvait faire, comme il y avait un cube, de calcul sur les données, et on avait à un moment donné, quand on est passé dans Azure DevOps, enfin Visual Studio, on a un peu perdu cette possibilité de faire des agrégations, des choses comme ça. Donc maintenant on les retrouve petit à petit. Par exemple, il y avait un cas d'utilisation chez un de mes clients, il me demandait combien de temps les bugs mettaient à sortir. Quand ils rentraient, combien de temps ils mettaient pour corriger un bug. Et en fait, on a des boards qui permettent de calculer le lead time d'un work item. Donc, parce que vu que ces boards-là souvent représentent des tableaux Kanban, puis ça, c'est des mesures dans les tableaux Kanban assez usuels, combien de temps qu'une carte prend pour se déplacer du début à la fin. Exactement. Maintenant, on a ces types de mesures-là. C'est automatiquement fait, on n'a plus besoin de faire de report à côté. Donc on arrivait à savoir qu'un bug, il mettait en moyenne 3-4 jours entre le moment où il était référencé dans le système, au moins de temps il sortait. Ça nous donnait la moyenne, le temps moyen, le temps max, ça nous donnait les évolutions dans le temps. On voyait des anomalies qui étaient quelques anomalies de bugs, mais certains qui mettaient plus que d'autres. Mais voilà, on avait la réponse parce que le système lui-même faisait ses agrégations, ses calculs de temps qu'on n'avait pas avant. Ouais. Et il y a pas plus tard que, donc là on est le 8 septembre je crois. Donc le 3 septembre il y a une mise à jour qui va être déployée dans les 3 prochaines semaines. Ils vont sortir une mise à jour de ces diagrammes là où on pourra choisir plus finement le work item. On pourra faire des filtres dessus sur lesquels on veut faire ces calculs. OK. Et donc ça peut ouvrir d'autres scénarios. Par exemple, je voudrais savoir que mes tickets de production, combien de temps ils mettent entre l'entrée et la sortie. Donc si mes tickets de production ont un filtre particulier, je vais pouvoir les tracer, ce que je pouvais pas faire avant. Parce qu'avant j'étais que au niveau du work item. Donc ça permet de séparer les bugs de production, les bugs qui sont pas en production. Donc ça permet d'avoir de la mesure beaucoup plus fine. Puis c'est vraiment un endroit où est-ce que les équipes chez Microsoft mettent beaucoup d'efforts, là, améliorer, peaufiner tout ce qui touche les tableaux pour la gestion la partie Kanban ou la gestion justement des systèmes de travail, là. Oui, on peut j'utilise de plus en plus la capacité pour bien gérer le travail et l'estimation du temps restant. Maintenant, on va avoir des roll-up board sur la droite des backlogs qui vont nous permettre de savoir, par exemple, dans une feature, combien de user stories sont terminées. Quel est le pourcentage. Ça me permet de faire ça sans avoir à descendre dans les données. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, le work item, on voyait que ça. Maintenant, c'est l'interaction qui fait que ça a de la valeur. Et ça, c'est de plus en plus intéressant. Parce qu'on me demande de plus en plus de mesures. On m'a encore demandé la semaine dernière le temps que mettre mon work item en rentrée à sortir, combien j'ai de work item, où est-ce que j'en suis de mes certains éléments. Donc c'est des choses que je peux faire des requêtes de work item et d'autres que je vais faire avec des diagrammes que Microsoft fournit parce que j'ai plus Reporting Services pour les faire. OK. Puis du côté des boards, je crois que tu me confirmeras, on essaie aussi du côté de Microsoft de faire de plus en plus d'intégration avec des outils wiki. C'est-à-dire qu'on puisse aussi créer une documentation vivante, pas juste des systèmes de travail, mais tout ce qui toucherait un peu le processus ou en tout cas l'information qu'on voudrait que l'équipe garde pour le partage avec les autres coéquipiers. Oui, tout à fait. C'est une partie qui est transverse, les dashboards, qui sont pas forcément les boards agiles de la partie Azure Board. Et les wikis, c'est quelque chose qui est transverse au reste du projet, donc ça permet d'accéder aux données des autres éléments. Et on peut maintenant référencer directement des requêtes de work item. Et par exemple, là, ce qu'on va essayer de faire sur un de mes clients, c'est qu'on va essayer de s'en servir comme release note, par exemple. Pour créer automatiquement la release note quand tu livres. Exactement, parce que
on connaît à peu près tous les PBI qu'on va avoir dans notre sprint. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est créer une page de wiki avec une requête de work item par page de sprint, et par sprint, on va créer un dossier dans le work item avec les requêtes. Et ensuite, on va référencer cette requête-là dans le repo, comme dans une page, et on va avoir automatiquement les release notes qui vont se construire. Puis ça, pour la personne actuellement qui hérite toujours de faire ses release notes, pour elle, ça va être une bénédiction que ça se fasse automatiquement. Oui, surtout ça permet d'avoir le statut, c'est-à-dire qu'on peut juste aller indiquer la page à quelqu'un et la personne voit le statut de la release en cours sans aller dedans, et on peut avoir une liste de work items. Par exemple, on peut lui dire voilà, le sprint 17, j'ai tant de features, j'ai tant de bugs avec telle ouverture, il suffit d'aller réouvrir cette page-là et on a le statut directement, on n'a pas besoin de demander. C'est pratiquement comme un board sous forme de texte. Mm-hmm. Donc là, on a parlé du repo, des artefacts, des boards, mais le cœur du produit Azure DevOps, c'est les pipelines. Oui, tout à fait. Donc la fameuse automatisation. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau du côté, dans la dernière année, que Microsoft a fait avec le produit pipeline? Alors Pipeline, ça a énormément évolué. Je me rappelle plus si à l'époque déjà, quand on s'était vu en septembre, il y avait déjà les Mac. Je me rappelle plus s'ils y étaient déjà. Je pense pas. Là, maintenant, les Macs sont intégrés. Donc les Macs sont intégrés. La compilation et le déploiement en utilisant des plateformes Macintosh. Effectivement, je pense que c'était pas là en septembre dernier. Non, parce que c'est à la demande. Un des gros changements qu'il y a eu, ça c'est quand on fait de l'open source. Si vous avez des composants open source, j'en ai quelques-uns, donc c'est assez intéressant pour le noter, parce que ça coûte de l'argent. On va pouvoir gratuitement compiler avec autant de minutes que l'on veut, puisqu'on paye à la minute, tout repo qui vient de GitHub, qui est public. Donc, il y a une grande intégration entre le produit Azure DevOps et GitHub. Oui. Surtout, comme tu dis, une intégration tellement forte que si c'est un projet open source, Microsoft, il offre toute la construction, la compilation gratuitement. Exactement. On peut même se loguer maintenant avec Azure DevOps avec un compte GitHub. Mm-hmm. Donc, on n'a même plus besoin de créer de compte Microsoft, d'avoir un compte Active Directory. Je pense que c'est important pour Microsoft de s'assurer que quelqu'un qui vit dans l'écosystème GitHub puisse utiliser le pipeline d'Azure sans forcément avoir une identité Microsoft, en gardant son identité GitHub. Puis qu'on peut comprendre pourquoi. Il y a des gens qui aiment bien GitHub, mais qui ne voulaient pas trop se retrouver dans l'écosystème Microsoft. Ah, il y a des gens comme ça? Ouais, ça arrive. Il y en a, mais même s'ils se rendent pas compte qu'ils utilisent des outils Microsoft toute la journée. Ouais, mais... Mais oui, alors c'est vraiment l'intégration pour terminer sur GitHub. Donc on peut compiler gratuitement sous Windows, sous Linux, sous Mac, parce qu'on a ces trois agents maintenant. On peut déployer parce que c'est dans les pipelines, et aussi quand on a parce que on a on peut avoir pas mal de scénarios où on a le source qui est sur GitHub, mais tout le suivi du travail peut être dans les Azure Boards. Ouais. C'est-à-dire, je vais avoir mon backlog dans Azure Board, je vais faire mes pull requests dans GitHub, et on se rend compte que des gens qui sont sur de l'open source peuvent mettre des issues dans GitHub sur GitHub, et donc on se retrouve avec deux endroits pour travailler. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant, dans certains éléments de travail dans Azure Board, référencer des éléments de GitHub et automatiquement clore des tickets parce qu'on a livré quelque chose ou qu'on a compilé des choses. Puis d'ailleurs, je pense que l'équipe Microsoft a pris Board et en a fait un plugin que tu peux intégrer dans ton GitHub, là, littéralement. Là. Oui, et puis c'est surtout pour eux. Hein. Je pense qu'ils ont continué à travailler sur leurs outils tout en mettant les sources sur GitHub. Je suis pas sûr qu'ils utilisent tous pour s'organiser les éléments de travail qui sont dans GitHub. Mm-hmm. Il fallait qu'ils aient pour eux-mêmes déjà, je pense, cette intégration pour pouvoir travailler tout en divulguant les sources comme avec de l'open source. Tout à fait. Puis, une des choses aussi que Microsoft a travaillé fort, puis c'est de permettre de pouvoir définir toutes les fameux scripts de déploiement ou les scripts de construction avec le langage YAML. Exactement. Puis bon, pour ceux qui ne seraient pas familiers, YAML, ça veut dire Yet
another markup language, donc un autre langage de markup. Mais un peu, donc c'est essentiellement des tags pour être capable d'avoir en format code la définition de comment ça va se faire ta construction ou ton déploiement. Ils ont obligé parce que il y a pas mal d'autres outils d'intégration continue qui supportaient déjà ce genre de choses. Mm-hmm. Et l'intérêt aussi d'avoir le YAML, c'est-à-dire la définition de la build dans le source, c'est que quand on fait des modifications dans la structure du source, on peut intégrer les modifications de la build avec les modifications du source. On n'est pas obligé de le faire a posteriori. Ça faisait des builds qui cassaient, c'était pas forcément pratique. Donc c'est ça veut dire que tu peux à ce moment-là utiliser si tu as des branches, t'assurer que le changement est appliqué juste sur une branche, pas sur tout le monde. Donc ça donne tous les bénéfices que donne un gestionnaire de code source d'avoir la définition en YAML. Personnellement, moi, j'utilise pas encore le YAML. Je finis toujours par être dans l'interface visuelle que Microsoft nous fournit. C'est peut-être dû au fait que j'ai beaucoup de cheveux blancs. Je sais pas pour toi, Michel. Alors, je plaide coupable. J'ai du mal à démarrer en YAML encore. Je pense que parce que j'ai quand même pas mal d'habitude. Alors, par contre, les builds, j'essaye de plus en plus à faire du YAML. Parce que c'est quand même bien pratique d'avoir les builds intégrés à l'intérieur. Maintenant, je pense que c'est assez mûr. Alors après, c'est toujours possible de démarrer avec l'éditeur parce qu'on a l'habitude et ensuite exporter le script en YAML et passer sur du YAML. Hein. Et maintenant, Azure DevOps fournit un éditeur en ligne où on peut éditer le YAML et en même temps, parce que le problème du YAML, c'est qu'on n'a plus l'aide qu'on a avec notre éditeur. Ouais. Qui nous dit il y a ce champ-là, il a telle valeur, on peut mettre tel élément, ça change tel élément à côté. Tout ça, on le perd avec le YAML puisqu'il n'y a plus d'autocomplétion. C'est un peu comme si on repassait sur un bloc-notes. Ouais. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un sorte d'éditeur dans Azure DevOps qui permet de lister les tâches sur la droite et les remplir les champs tels qu'on les remplirait sur une build et les intégrer dans le YAML. Ouais, donc essaie d'aller chercher le meilleur des deux mondes et de jumeler ça dans une expérience utilisateur. Et bon, ça s'en vient, mais c'est pas peut-être encore tout à fait peaufiné totalement et parfaitement. Là. Voilà, il faut faire attention. Il faut créer une branche parce que sinon on peut plus committer dans la main. Le problème, c'est que modifier la build génère un commit. Donc si on a bloqué des branches avec des branches policy pour faire des pull requests, et on est obligé de faire une branche pour pouvoir passer la build. Ce qui est pas délirant dans un sens où finalement le script de build fait partie du code. Mais voilà, si on fait une petite modification, c'est vrai que l'éditeur c'est quand même bien pratique. Donc, je pense que ça dépend des projets, je pense. À un moment donné, je pense que quand le projet il est gros et qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus et que la structure est bien figée, je pense que passer au YAML, ça a un sens si on veut le faire évoluer et que tout le monde, qu'il n'y ait pas d'erreurs qui passent pour avoir la traçabilité. Et par exemple, pour un petit projet perso, moi, l'éditeur me va très bien, je vais rester dessus pour l'instant. De toute façon, YAML, quand tu touches à Docker puis au container, t'as pas le choix, là. Donc, oui, tout à fait. C'est une courbe d'apprentissage qui est essentielle. Oui. Et puis, je me souviens à l'époque quand ils ont commencé à intégrer l'éditeur pour remplacer le vieux système de build, je sais pas si vous vous souvenez, on était pas très content parce on perdait cette possibilité d'écrire du texte pour décrire la build. Et maintenant, on disait non, l'éditeur c'est nul, on va pas pouvoir tout faire ce qu'on veut. Maintenant, on est un peu dans les cas inverses, on est bien content de l'éditeur et puis on demande de repasser sur du texte. Et puis finalement, c'est ce qu'on avait avant, mais on est tellement habitué à l'éditeur que voilà, il y a un petit temps de réapprentissage à avoir. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est le YAML qui est le futur parce que on veut décrire tous nos déploiements avec du code. Et le YAML, ça nous donne du code et avec tous les bénéfices qu'un gestionnaire de code source nous donne là-dessus, c'est-à-dire la traçabilité et tout. Donc, c'est inévitable. C'est ça le futur et on s'en va vers ça. C'est juste une question de s'y mettre et de maîtriser ce nouveau paradigme. Ouais, alors, maintenant, on peut faire les builds, on peut faire les releases aussi. On peut décrire comment on déploie nos applications. Même, on peut mettre les déploiements dans d'autres repositories. En tout cas, je pense on va arriver là-dessus. Donc, on va pouvoir décrire entièrement, ce qu'on veut. On peut déjà décrire nos environnements, avec des scripts, que ce soit en Ansible, Terraform ou ARM, pour ceux qui ont le courage.
Mais on peut toujours, maintenant tout va être code finalement. L'éditeur, ça, c'est là, je pense, c'est bien pour l'apprentissage. Et à un moment donné, il faut passer au texte. Oui. Aux grandes dames de beaucoup de gens qui sont en infrastructure, qui eux disent voyons, pourquoi du code? Moi, je suis pas un programmeur, mais il faut toujours le rappeler que il y a beaucoup de bénéfices Oui. à avoir une traçabilité plutôt que juste qui c'est qui est venu dans l'interface visuelle changer un champ que personne s'en rend compte, là, puis on comprend pas pourquoi le système est plus dans sa même configuration. Eh ben oui, un script, on le rejoue, un clic, on peut pas forcément le rejouer. Tout à fait. Donc, Michel, toi, tu passes tes journées à aider des entreprises à adopter Azure DevOps. Peux-tu me raconter un peu, ça a l'air de quoi le parcours? Mettons une entreprise là qui était pas encore sur Azure DevOps et qui décide d'y aller. C'est quoi les étapes, là, le cheminement usuel? Alors Azure DevOps, faut savoir avant de commencer dans Azure DevOps pour être sûr de pouvoir l'utiliser. Déjà, il faut que l'entreprise, si c'est pas déjà le cas, accepte que leurs sources soient dans le cloud. Mm-hmm. C'est une fois qu'on a passé quelques étapes préliminaires de est-ce que j'ai une bonne souscription Azure pour pouvoir travailler parce qu'il faut que j'ai des licences. Et puis que mes sources soient dedans. La problématique, c'est il va falloir. Ce que j'essaie de faire généralement, c'est on va essayer de compiler automatiquement le source. Mm-hmm. Généralement, c'est là qu'on commence à soulever le tapis. Enfin, c'est le premier tapis qu'on soulève. Il y a de la poussière qui lève. Voilà, il y a le premier tapis avec beaucoup de poussière. Ouais, parce que il y a certains de tes clients qui il y avait même pas un build automatisé pour il faisait le build manuellement sur le poste d'un développeur là. Il faisait ça. Oui, il y en avait encore. Hein. Il y en a encore. Il déploie avec les fonctionnalités de déploiement de Visual Studio. Ça, c'est pas quelque chose. C'est encore quelque chose qu'on trouve. On en a parce que on donnait pas des outils aux gens. Ouais, mais aussi puis c'est très donc pour nos auditeurs qui sont dans cette situation-là, soyez pas mal à l'aise là. C'est probablement encore plus que 50% même des organisations qui sont dans cette situation-là. En tout cas, moi, mon estimation, je sais pas si Michel, t'es d'accord ou si tu penses que même le chiffre est plus élevé ou plus bas. Ouais, je pense. Et puis, ça ne touche pas forcément que certains types d'entreprises. On le voit dans les entreprises de toute taille, que ce soit de la petite entreprise, de la multinationale. Ouais, parce que c'est pas parce que t'es gros que t'es forcément mieux outillé. Exactement. Ça, c'est pas une question de taille d'entreprise. C'est une question des fois de mentalité des équipes. C'est pas forcément les meilleurs choix qui ont été faits. Des fois, les développeurs, ils sont demandeurs, mais ils ont pas les outils, donc ils se débrouillent. Des fois, on peut retrouver du Shadow IT avec un Jenkins caché parce qu'ils ont pu l'installer facilement. Donc voilà, c'est la première étape. On va centraliser les sources. Azure DevOps, c'est backupé par Microsoft. Ils nous garantissent de pas perdre les données. Ça m'est arrivé de faire des builds pour récupérer les repositories Git régulièrement pour les copier, par exemple, ce qui va être sûr d'avoir. Mais déjà, ça permet de reprendre un peu le contrôle sur le source, qui est axé surtout. Et les branches qui sont encore utilisées, c'est un premier nettoyage. Et les builds, est-ce qu'on peut déjà vraiment compiler le source? C'est là qu'on découvre qu'on a des frameworks qui sont plus supportés. J'ai des clients qui ont encore du framework 4.5 par exemple. Donc ça, donc c'est des choses qu'on découvre petit à petit quand on commence à builder. Et il faut qu'on installe un agent chez nous parce que on a des trucs spécifiques. Et on reprend un peu le contrôle sur notre soft parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est toujours la même personne qui déploie généralement. Et puis les autres développeurs, ils savent pas comment ça se passe parce qu'eux, ils travaillent que sur leur poste. Donc petit à petit, on redécouvre un peu notre soft qu'on a un peu oublié. Du coup, où est-ce que cette étape-là, elle est bien maîtrisée, là? Ça peut prendre ça peut même prendre plusieurs mois avant que tout ça soit bien en place. Quand ça c'est en place, vers quelle autre étape de maturité aimes-tu amener tes clients? Alors c'est pas forcément plusieurs mois. Des fois, en quelques jours, on peut y arriver. Ça dépend vraiment de la volonté des gens. Effectivement. Parce que finalement, maintenant, ce qui est bien, c'est que les scripts qui tournent dans Azure DevOps, c'est à peu près les mêmes qu'on lancerait en ligne de commande sur notre poste. Donc ça va, ça permet de découvrir une fois. C'est les problèmes de package qu'on parlait tout à l'heure qui sont les plus difficiles. C'est l'environnement autour de du build. L'étape d'après que j'ai, oui. Donc, est-ce que j'entends que l'étape après, c'est que tu vas les amener à utiliser les artefacts?
Pas forcément tout de suite, puisque généralement j'essaie que ça compile avec ce qu'ils ont. Prochaine étape d'après, déjà j'essaie de le déployer pour comprendre comment on déploie l'appli. Et puis pour commencer à mettre les ops dans la boucle. Donc là, tu vas t'assurer de faire des releases. Exactement. Alors pas forcément en production tout de suite, Mm-hmm. mais au moins en environnement de dev pour qu'ils puissent avoir un feedback très rapide des changements qu'ils ont. Mm-hmm. Et pendant ce temps, moi je fais en sorte que le package qu'on génère dans la build, ce soit ce package-là qui est utilisé pour la prod. Donc générer déjà une seule build, quels que soient les environnements. Parce que on a encore des personnes qui vont compiler avec des scripts différents par environnement. Effectivement. Parce qu'il y a les variables de config qui vont être spécifiques pour chaque, donc il faut qu'ils déploient de façon différente pour chaque environnement. Donc on essaye d'avoir un package universel, quel que soit l'environnement. Donc, ce que tu es en train de dire, Michel, là, ça, c'est fondamental. On va le rappeler, on va le redire à tous nos auditeurs. Vous devriez créer une seule unité de déploiement, un seul build, un seul release, et c'est ce même release-là qui va se promener d'environnement en environnement jusqu'à la production. Et il sera jamais recompilé. Il va être créé une seule fois. La seule chose qui va changer d'environnement en environnement, c'est les fichiers de configuration. Exactement. Qu'on va déployer, qu'on va mettre à jour au moment du déploiement. Donc, pas de binaire. Le binaire, il a été compilé une fois, il a été versionné une fois. Donc, si on déploie la version 1.0.1536, c'est cette 1536-là qui va se rendre jusqu'en production. À moins que, à une étape du cycle, qu'il y a des erreurs et qu'on soit obligé de recompiler, mais si on recompile, on repart du début. Et on refait toute la chaîne. Oui. Exactement. Alors après, généralement c'est par branche, parce que des fois on a encore des branches, parce qu'on ne fait pas forcément du dev en master dans ces cas-là. Mais au moins on recompile pas, ce qui fait que si ça marche pas, c'est forcément la configuration. Tout de suite, ça évite de regarder le code. Et comme personne n'a pu y toucher. Et ça permet aussi que comme on va déployer ces packages-là, on va pouvoir retirer les droits aux développeurs et le maximum de personnes possible sur ces environnements. Et est-ce que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais 9 fois sur 10, dans la configuration, c'est la configuration reliée à des enjeux de sécurité qui fait que ça marche pas. Est-ce que tu serais d'accord? Oui, alors oui, il y a des chaînes de connexion qui pointent vers les mauvais environnements. Mm-hmm. Oui, j'en ai encore entendu parler la semaine dernière. C'est souvent ça, là. C'est des applications qu'on déploie qui marchent, mais d'un coup on se rend compte qu'elles tapent dans l'intégration. Et ce qui est assez intéressant pour la petite histoire, c'est que c'est parce qu'on a mis Application Insight dans cette application qu'on s'est rendu compte via le diagramme de dépendance d'Application Insight qu'on tapait sur des serveurs d'intégration. Oh, ok. Mm-hmm. Et pas parce que on avait vu la config. La config on l'avait passée sans faire exprès. Et donc les erreurs sont humaines, on peut toujours en faire. Mais là c'est parce que dans Application Insight on a vu qu'on tapait dans l'intégration. On m'a remonté ça la semaine dernière, c'est assez intéressant. Mais moi, j'ai déjà été chez des clients où est-ce que ça faisait plusieurs années qu'il y avait des dépendances comme ça sur des serveurs même pas leur serveur de prod, leur serveur, mais ils s'en rendaient pas compte, là. Ils étaient dans ces configurations-là depuis plusieurs années. Puis eux autres étaient persuadés que la dépendance d'un serveur vers un autre, c'était vers celui de production, et non. Quand on leur a montré ça, les gens étaient comme découragés. Ils disaient, ben voyons donc, ça se peut pas. Je dis, je vous le dis, c'est ça que fait votre système présentement, là. Mais oui, c'est classique des prods qui tapent dans la dev ou des devs qui tapent dans la prod. J'ai vu les deux sens, des fois dans la même compagnie, mais ça arrive. C'est un problème très usuel. Donc, un coup que on réussit à faire un déploiement vers l'environnement de dev, est-ce que tu veux continuer à faire continuer ton déploiement, ou tu vas les amener à dire, ben, vous pourriez commencer à utiliser les boards, ou vous pourriez commencer à utiliser les artefacts? Alors, les artefacts, je commence à les utiliser, c'est quand ils doivent partager certains composants de leurs applications avec d'autres collègues. Mm-hmm. Parce que ce qui se passe souvent quand on est en entreprise, en tout cas c'est comme ça que je le vis quand on a des plateaux avec plusieurs projets, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire du plateau, il y a quelqu'un qui s'est dit on va créer une bibliothèque commune qu'on va tous se partager pour nous simplifier la vie. Ouais. Généralement, elle nous simplifie pas la vie. Ouais, parce que
Il y a même un nom souvent pour qu'on appelle dans la gestion des dépendances, on appelle ça une étoile de la mort, c'est-à-dire que cette librairie-là tout le monde va dépendre dessus, Ouais. tout le monde va pointer dessus, puis quand tu vas faire un diagramme, ça va te montrer que tout le monde a un lien vers cette librairie-là, puis ça te fait une espèce de diagramme en étoile. Là. Exactement. Et cette DLL-là, comme on n'avait pas d'outils à l'époque gratuit dans le sens où disponible à tout le monde, on avait en .NET on avait quoi? Il y avait MyGet qui permettait de le faire, mais c'était payant. Créer un NuGet privé, c'était pas forcément pratique. Il fallait de l'infrastructure, il fallait pouvoir le maintenir. Et puis ça prenait du temps et de l'argent. Donc cette DLL-là, elle était livrée sous forme des fois de package NuGet sur un disque ou sur un partage réseau forme de DLL. Et généralement, la personne qui a eu l'idée, elle est partie. Ah oui, tout le temps. Et puis quand il faut mettre à jour le framework, je fais non, on va pas mettre à jour le framework tout de suite. Vous comprenez, il y a une autre partie de l'application qu'on va pas pouvoir livrer en même temps. Parce que ce que ces personnes-là oublient quand ils font ces DLL-là, c'est que on doit pouvoir vivre avec plusieurs versions simultanément. Ils se disent, je vais faire une version de DLL, mais si moi je l'évolue, l'autre doit évoluer aussi. Et donc, il n'y a pas de notion de compatibilité ascendante. C'est la dernière ou c'est rien. Et comme tout le monde va se mettre à l'utiliser, il n'y a plus personne qui va avancer parce que plus personne osera faire une correction et faire demander aux autres de bouger. Et donc généralement c'est des DLL qui sont faites sur un coin de table, sans test unitaire, donc on sait pas si on va changer quelque chose, ça va casser, donc plus personne n'y touche. Et donc voilà, c'est le pire cas qu'on peut avoir. Et ce que j'essaie de faire dans ces cas-là, c'est quand j'en identifie une, c'est je mets une build automatisée, je crée une version aussi quand il n'y en a pas, donc je mets un cran au-dessus que ce qu'il y a, et puis je la mets dans un artefact et je la distribue comme ça, histoire de reprendre un peu le contrôle sur ça et de savoir ce qu'on utilise. Et dégager les références vers les DLL qui sont dans le source dessus, les enlever et les faire pointer vers le package NuGet que j'ai créé. Puis moi, je vais me faire juste un petit aparté sur ce que tu dis, Michel, parce que associé avec cette DL-là qui apparaît souvent sur un coin de bureau, il y a souvent un individu ou une individu qui est derrière cette DLL-là, qui est ce qu'on souvent on va nommer ce pattern-là moi je l'appelle l'anti-héros. Mais souvent dans l'organisation, on le voit comme un héros parce que c'est le super développeur qui règle toujours les problèmes. Mais pourquoi je l'appelle l'anti-héros? C'est qu'il règle toujours les problèmes que lui-même a créés. C'est-à-dire que c'est celui-là qui va rentrer la fin de semaine, puis que le lundi va dire « Oui, tout marche maintenant. » Puis tout le monde font comme « Hey, on est-tu chanceux de l'avoir? Il est-tu beau? C'est gentil, cette personne-là, elle nous aide à nous démerder. » Puis quand tu comprends un peu le génie du logiciel, tu te dis « Mais oui, mais c'est lui qui crée tous vos problèmes. » Donc il part le feu, puis il éteint le feu, puis après ça, il vous dit « Hey, je suis-tu bon? J'ai éteint un feu. » Tu dis « Oui, mais t'as allumé le feu. » Oui. C'est vraiment ce... Peut-être que je suis un peu dur dans mes propos, mais je l'ai vu tellement souvent, ce pattern-là en organisation, là. Mais ça part toujours derrière une bonne intention, donc c'est difficile d'expliquer que c'est pas la bonne chose à faire. Effectivement, souvent, ces gens-là sont très bien intentionnés, ils sont dédiés, c'est juste qu'ils sont pas conscients qu'ils allument des feux. Parce qu'ils voient pas l'incidence de ce qu'ils font, la fameuse DLL qu'ils créent. Pour eux, c'est pour le bien de tout le monde. Ils disent, mais créer ça, on va cesser de dédoubler le code. Puis à la base, oui, c'est une bonne idée. C'est juste qu'on souvent n'a pas le bon outillage. Puis Artefact, c'est le bon outillage pour gérer correctement ce type de problématique-là. Ouais. Moi, en tout cas, j'essaye de supprimer, quand j'ai une version un projet que je mets d'intégration continue, je supprime tout ce qui est binaire du source. Mm-hmm. Et donc, soit je vais récupérer des choses dans NuGet, NPM ou Maven, enfin tout ce qui est repository public, soit c'est des DLL internes. Dans ce cas-là, je vais chercher la source et essayer de générer un package dans Artefact qui correspond à cet élément-là. Histoire de nettoyer les sources complètement. Est-ce que tu rencontres beaucoup de friction, c'est-à-dire cette gestion de changement-là, est-ce que tu la trouves facile à faire avec les organisations? Je pense que c'est de plus en plus facile avec les devs parce que maintenant ils sont quand même accoutumés à ces outils-là, surtout quand il y a beaucoup de prestataires parce qu'ils le voient dans d'autres projets, ils comprennent pas que là où ils sont ça ne marche pas. Le plus dur c'est les ops parce que ils vont perdre la main sur leur déploiement, c'est un peu difficile. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va essayer d'intégrer dans les pipelines leur script de déploiement. Donc, on part pas de rien, c'est pratique. Donc, on fait des scripts avec eux déjà à la main sur les environnements. Et quand c'est bon, en fait, tout ce qu'on fait, c'est les orchestrer avec Azure Pipeline. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, c'est
on essaie d'aider à résoudre des problématiques qu'on rencontre en développement, mais ceux qui vont être les plus réfractaires à ce changement-là, c'est les gens d'opération qui, eux, vont peut-être avoir de la misère à voir quelles sont les souffrances et pourquoi on ferait tout ce packaging-là d'artefacts. Mais bon. Passer à Git, parce qu'il faut qu'ils travaillent avec Git. Ouais. Je pense que c'est le passage, c'est le plus dur, je trouve, dans l'histoire. Ah oui, On passe de je maintiens une plateforme en ligne de commande à je développe la plateforme finalement. Ils deviennent développeurs dans le sens. Oui, c'est un choc pour beaucoup d'entre eux parce que malheureusement pour beaucoup d'entre eux, ils espéraient juste finir leur carrière sans avoir à toucher à ça et là la réalité du développement logiciel les rattrape, c'est que le cycle de vie, c'est à tous les 5 ans, tout change. Donc, faut qu'à tous les 5 ans, tu te recycles, sinon tu deviens complètement désuet. Et ça devient vrai aussi pour les gens d'opération. Ce qui était déjà vrai pour les développeurs. Donc, Michel, en terminant, qu'est-ce que tu fais comme dernière étape, là, toi, avec tes équipes? T'es amené artefacts, donc là, tu vois l'utilisation des boards ou... On attaque sur les boards après. Ça va dépendre vraiment de la maturité côté métier, côté gestion de projet. On essaye au moins d'essayer de mettre les bugs déjà, parce que le suivi des bugs. J'essaye d'intégrer déjà le travail avec des pull requests pour être sûr de pas casser mes branches. Donc ça, les équipes de dev, ils sont assez commencent à être pas mal habitués et ça marche plutôt assez bien. Donc dès qu'il y a une pull request, je commence à créer des policies où il y a des tests qui marchent automatiquement. Et puis je leur dis voilà, maintenant on va attacher des work items. On peut plus créer une branche sans qu'il y ait un work item associé. Donc après je leur parle de stratégie de validation de pull request. Comment est-ce que je crée une nouvelle branche? Est-ce que je crée juste un commit avec tout mon code pour créer des historiques lisibles? Donc le source control devient un outil de lecture des changements. Moi j'essaie d'avoir un commit, une user story. Ça permet d'éviter de travailler à 2 user stories en même temps parce que généralement quand il y a une qui doit passer, l'autre doit passer aussi. Et petit à petit, on intègre le métier dedans dans les boards. Je fais de la customisation. J'essaie de colorer les boards en fonction des types de cartes. Ça, c'est une carte de test. Ça, c'est une carte de développement. Ça, c'est une carte de validation. On a une demande de déploiement, donc c'est une opération qu'on doit faire manuellement. On va mettre une carte d'une couleur spécifique. Donc, on va essayer de rapprocher, colorer un petit peu comme on ferait avec des post-it sur un tableau. Mais j'ai des équipes aussi. On a des projets où ils aiment pas trop les boards. Ils ont un mur disponible. Ils font des boards physiques et ils mettent pas d'éléments dans les orders. Mais bon, c'est leur choix et puis ils travaillent très bien sans. Ouais. L'outil permet de le faire. Je force personne. Où ça devient intéressant d'avoir l'outil, c'est si tu as des équipes distribuées dans l'espace, là, c'est-à-dire que ils sont pas tous au même endroit, ben là, un outil électronique est fabuleux parce que tout le monde peut quand même voir, tandis que des boards physiques, ça a une certaine limitation. Ouais, exactement. Quand c'est localisé, ça marche encore. Par contre, j'utilise les dashboards. C'est comme les wikis. Ce sont des éléments qui sont un peu transverses, qui sont pas vraiment dans un des produits. Par contre, j'essaie de faire en sorte que les dashboards par équipe soient clairs. C'est-à-dire que si je vois le dashboard d'une équipe, c'est ce que je leur dis toujours, le dashboard, il doit me dire si tout va bien ou s'il y a des soucis. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller cliquer à l'intérieur, aller regarder ce qui se passe. Le dashboard doit me dire il y a un problème ou il y a pas de problème. Je dois pas descendre plus bas. C'est un peu le côté transparent, l'un des 3 piliers de Scrum. On doit être transparent là-dessus. Donc dans ce cas-là, notre dashboard, il est ouvert au cas de vent, tout le monde peut y accéder et puis on peut voir si tout va bien ou pas. Tout à fait. Ça peut sembler, on peut penser que les gens ont été très barbatifs, mais dans l'ensemble, beaucoup de gens sont très, très, très ouverts à la transparence complète parce que c'est rare que les gens ont quelque chose à cacher. Surtout dans une équipe de développement, tout le monde veut travailler, tout le monde est de bonne volonté. Le seul reproche qu'on pourrait me dire des fois, c'est que après, si le management n'est pas prêt, c'est un peu donner le bâton pour se faire battre. Oui, toi t'as raison. Ça veut dire que c'est oui, effectivement. C'est surtout si le management ne comprend pas pantoute que c'est quoi la réalité du développement logiciel, ce qui malheureusement est trop souvent le cas, c'est-à-dire que des gestionnaires qui
qui pensent encore que un développeur devrait écrire 1000 lignes de code dans une journée, sinon il travaille pas. Quand que 1000 lignes de code avec 1000 bugs, c'est peut-être pas bon. C'est peut-être mieux 10 lignes de code, mais 10 lignes de code qui marchent parfaitement. Ouais. Alors, j'évite quand même de créer des indicateurs pastèques. Donc, vert dehors et rouge dedans. Ouais. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte que je fais le dashboard pour l'équipe en priorité. C'est-à-dire que il doit s'en servir pour s'améliorer. Mais il est ouvert, il est disponible, tout le monde peut le lire. Donc j'essaye de pas mettre trop de choses, mais suffisamment pour que l'équipe sache où elle en est. Sans, si après ils peuvent poser des questions, ils peuvent. Mais voilà, ça dépend des cultures d'entreprise. Mais il y en a pas trop, il y en a de moins en moins, hein, parce que les gens comprennent que s'ils tapent sur les développeurs, comme c'est des prestataires, ils s'en vont. Et généralement, comme ils ont pas d'interne, j'ai pas commencé au Québec le ratio interne-externe, mais on a souvent des entreprises ici sur Paris où on a beaucoup d'externes et très peu d'internes, donc ils font attention. C'est souvent le cas aussi au Québec. Donc, si on revient, l'étape numéro 1, en tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, vous devriez faire ça, c'est adopter Azure DevOps, au moins juste pour amener vos codes sources à un endroit qui va être toujours sécurisé, backupé, et au moins avoir un build automatisé. Juste ça serait un premier gain fantastique. Exactement. Et c'est pas très complexe à faire, là. Ça peut se faire en quelques jours, comme tu disais. S'il y a déjà un repository Git quelque part, ça se fait en 5 minutes, le temps de le copier. Il y a 5 licences gratuites avec Azure DevOps. C'est déjà pas mal pour une petite équipe. Tout à fait. Après, plus, le seul frein que je vois, c'est qu'il faut une souscription Azure pour pouvoir avoir des licences. C'est parce que c'est le truc le plus difficile à avoir, je trouve, dans Azure DevOps, c'est d'avoir la licence Azure qui va bien derrière. Ouais. Surtout qu'on est une grosse organisation, là. Oui, exactement. C'est le seul frein que je trouve pour avoir Azure DevOps, c'est la licence Azure derrière pour les licences. Et ensuite, on a droit à 1800 minutes de build. Donc, en plus, on peut créer une organisation, même avec un compte Active Directory d'entreprise, c'est automatique, on n'a pas besoin de demander d'approbation, ça se fait tout seul. La souscription va être rajoutée à l'organisation. Donc ça se fait tout seul, ça. On n'a pas besoin de demander des autorisations. Et c'est 5 licences gratuites. Si vous avez une licence MSDN, elle est pas prise en compte des 5 gratuites. Donc voilà, les stakeholders, c'est gratuit, c'est-à-dire n'importe qui veut juste voir ce qui se passe n'a pas besoin d'avoir de licence. Il pourra pas développer, mais il pourra voir. Donc c'est pas très cher Azure DevOps. Dans l'ensemble, ce qui coûte cher, c'est des pipelines pour builder. Mais ça, c'est normal parce que c'est le cœur du produit. Mais tout le reste, c'est pas si cher que ça. Comparé au coût d'un prestataire, c'est pas grand chose. Moi, généralement, quand je demande des crédits sur Azure, je ramène ça toujours au taux journalier moyen du prestataire. Ouais, je dis voilà, je demande tant de TJ par mois pour l'organisation. Et des fois, je demande, je sais pas quel est le TJ moyen d'un développeur chez vous au Québec, mais généralement, ça, Azure et quelques environnements de test, ça me vaut le coût d'un prestataire une journée par mois. Et donc, comme ça, les gens commencent à se rendre compte que c'est pas si cher que ça Azure DevOps comparé aux gains que ça peut avoir. Non, tout à fait. Ça va être toujours en bas de $1000 par mois. Là, puis même en bas de $500. Puis un prestataire, une journée, un prestataire, c'est au moins $500, en tout cas en dollars canadiens. Voilà, c'est ça. Ouais, on est à peu près pareil. On a peut-être un peu plus en France, ça dépend des missions, mais on est par là. Et puis, quand on sait que c'est le coût d'une journée de travail et comme le temps qu'on peut perdre tous les jours en n'ayant pas ces trucs-là, il fait vite le calcul quand il ramène au taux journalier moyen. Oui, en tout cas, il devrait. Michel, on te remercie beaucoup. J'espère que ça a aidé nos auditeurs à prendre conscience de l'importance du DevOps. Vraiment, on peut plus passer à côté. Puis pour ceux qui sont déjà dans le DevOps, puis il y a peut-être de certains de nos auditeurs qui n'ont pas appris grand-chose, mais s'il y a quelque chose que vous pourriez apprendre, c'est si vous êtes dans cette situation-là, allez passer vos certifications. Donc, vous aurez encore plus de reconnaissance. Ça sera encore plus facile pour vous de vous trouver des contrats ou des nouvelles prestations dans le futur. Donc, ça peut aider pour ça, pourquoi pas. Écoute, Michel, on te remercie beaucoup. Ouais, merci, Michel. Merci beaucoup. Puis on va souhaiter à nos auditeurs bonne programmation, puis on vous revoit le mois prochain. Au revoir. Au revoir.